Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet qui fait du bruit. L'industrie automobile, les marques qui pourraient disparaître dans les prochaines années. Nous ne parlons pas de rumeurs ni de spéculations. Nous allons analyser des données concrètes, des tendances de vente et des décisions d'entreprise qui dessinent un tableau préoccupant pour certaines marques que nous connaissons tous. Êtes-vous prêt à être surpris? Parce que ce que nous allons révéler aujourd'hui pourrait complètement changer ta perspective sur certaines marques légendaires. Avant de plonger dans les détails, je dois clarifier quelque chose de crucial. Cette analyse se concentre spécifiquement sur le marché nord-américain. Cependant, dans ton pays, il pourrait se passer une situation similaire à celle que je vais te commenter dans cette vidéo. Certaines de ces marques continueront d'être des puissances en Europe, en Asie ou dans leur pays d'origine. Mais aux États-Unis et au Canada, la situation est très différente. Et il est important de comprendre pourquoi. Commençons par Alfa Romeo, une marque qui illustre parfaitement comment même le prestige historique ne garantit pas le succès. Il y a une décennie, en 2015, Alfa Romeo est revenu triomphalement aux États-Unis après 20 ans d'absence. Pour mettre cela en perspective, la dernière fois qu'Alfa Romeo a vendu des voitures aux États-Unis, Internet commençait tout juste à devenir un élément courant dans les foyers. Les smartphones n'existaient même pas. Son retour a été spectaculaire. D'abord est arrivé le 4C, un sportif qui rappelait les meilleurs jours de la marque. Puis est venu le Giulia, une berline qui a fait trembler BMW. Je ne suis pas en train d'exagérer. Les premières critiques de la Giulia ou de la Drifoglio les placent au-dessus de la BMW M3, en termes d'expérience de conduite. Le Stelvio complétait la Trinity initiale, offrant un SUV qui se conduisait comme une voiture de sport alors que tous les autres SUV de luxe ressemblaient à des bateaux. Mais c'est là que l'histoire prend une tournure intéressante. Alors que BMW lançait une nouvelle génération de la série 3, puis une autre, puis mettait à jour sa technologie, Alfa Romeo vendait toujours essentiellement la même Giulia de 2015. Oui, il y a eu des mises à jour mineures, mais rien de substantiel. La technologie d'infodivertissement, qui était déjà sous le feu des critiques en 2015, est devenue terriblement désuète. Les problèmes de qualité, que les fans d'Alfa avaient justifiés comme faisant partie du caractère italien, n'étaient plus acceptables, dans un marché où même les marques économiques offrent des finitions impeccables. Le Stelvio a subi le même sort. Devenir le SUV le plus excitant à conduire dans son segment, il est devenu celui que les concessionnaires pratiquement donnent avec des remises astronomiques. Et vous savez ce qui est le plus triste? Le Tonal, son nouveau crossover compact, est basé sur le Dodge Hornet. Oui, vous avez bien entendu. Une marque premium italienne basée sur une Dodge. C'est comme si Romeo sortait une montre basée sur un Timex et prétendait en demander un prix de luxe. La réalité est qu'il s'agit de Yanti, le conglomérat qui possède Alfa Romeo. On dirait qu'ils ne savent pas quoi faire de la marque en Amérique du Nord. Pendant ce temps, BMW propose cet SUV différent, du 11e au 17e, plus plusieurs modèles électriques, tandis qu'Alfa n'a que 3 modèles au total, et aucun donné parmi les plus vendus de son segment. Passons à Buick, une marque qui illustre parfaitement le problème de ne pas avoir une identité claire. La structure de General Motors avait autrefois du sens. Chevrolet était la marque du peuple, Pontiac était la division sportive. Oldsmobile était la marque de technologie, Cadillac était le luxe américain et Buick était le passage intermédiaire vers Cadillac. Mais en 2024, qu'est-ce que Buick? Exactement. GM maintient 3 marques principales, Chevrolet pour le marché général, Cadillac pour le luxe et GMC pour les camionnettes et SUV premium. L'existence de GMC est fascinante en soi. Elle est née essentiellement du fait que les concessionnaires Buick et Pontiac se plaignaient de ne pas pouvoir vendre Pickup Trucks, comme les concessionnaires Chevrolet. Donc, GM a créé GMC pour leur donner quelque chose à vendre. Mais aujourd'hui, quelle est la raison d'être de Buick? Les dirigeants de GM ont pendant des années justifié l'existence de Buick par sa popularité en Chine. Et c'est vrai, en Chine, Buick est une marque de prestige avec une gamme de produits complètement différente. Mais en Amérique du Nord, Buick en est réduit à vendre des crossovers fabriqués en Chine, qui concurrencent directement les modèles de Chevrolet et de GMC. La gamme actuelle de Buick est confuse, même pour les passionnés d'automobile. Ils ont l'Envista, l'Envichamp, l'Encore et l'Enclave. Ils commencent tous par « an », pour une raison mystérieuse, et ils sont tous fondamentalement des variations sur le même thème. Des crossovers, qui ne sont ni assez premium pour justifier leur prix, ni assez accessibles pour rivaliser avec les marques généralistes. Buick a essayé de se réinventer plusieurs fois au cours des dernières décennies. Sa stratégie la plus récente a été de se positionner comme une alternative à YP et à BMW pour les jeunes, mais avec des prix plus accessibles. Le problème, c'est que personne n'associe Buick à la jeunesse ou à la sportivité. La marque traîne des décennies d'images de voitures pour grands-parents. Et même les réductions agressives n'ont pas réussi à changer cette perception.
Passons à Chrysler, et cette histoire est particulièrement douloureuse pour les amateurs de voitures américaines. Chrysler, une marque qui a autrefois rivalisé directement avec Cadillac et Lincoln, qui nous a donné des icônes comme la 300 et le PT Cruiser, qu'on aime ou qu'on déteste, mais c'était une icône, est réduite à un seul modèle, le minivan Pacifica. Quand tu entres sur le site web de Chrysler, la première chose que tu vois, ce sont des minivans hybrides et la 300. Mais la 300 a déjà été arrêtée, donc ce ne sont vraiment que des minivans. Et oui, la Pacifica est une mini-fourgonnette compétente, voire excellente dans son segment. Mais, est-ce que ça a du sens de maintenir toute une marque, avec son réseau de concessionnaires, son marketing et ses coûts opérationnels, juste pour vendre un seul modèle? L'ironie, c'est que la Pacifica pourrait très bien être vendue comme une Dodge. En fait, Dodge a une riche histoire de minivan avec la Caravan. Mais ce Yanti maintient la marque Chrysler en vie. Sans doute parce que le nom leur permet de facturer un supplément par rapport à ce que les gens paieraient pour une Dodge. C'est une stratégie discutable quand on considère tous les coûts associés à la maintenance d'une marque séparée. Fiat est un autre exemple fascinant de la façon dont une marque peut échouer même lorsqu'elle fait certaines choses correctement. Lorsque Fiat est revenu en Amérique du Nord en 2012 avec la 500, ce fut un succès immédiat. C'était le moment parfait. Les prix de l'essence étaient élevés. Les petites voitures étaient à la mode. Et la 500 offrait du style italien à un prix abordable. Mais Fiat a connu l'erreur classique de nombreuses marques automobiles à la mode. Ils n'avaient pas de plan au-delà du succès initial. La 500 était adorable. Mais quoi d'autre? Ils ont essayé d'élargir la gamme avec le 500X, un crossover, et le 500 litres, une sorte de monospace compact. Mais aucun n'a réussi à capturer la magie de la 500 originale. C'est le même problème auquel Volkswagen a été confronté avec la New Beetle et auquel Mini est confronté. Quand ta marque est construite autour d'un seul modèle iconique, que fais-tu après? Fiat tente désormais un redémarrage avec une version électrique de la 500, mais le marché a radicalement changé. Les acheteurs de voitures électriques ont beaucoup plus d'options, et la nouveauté du design rétro n'est plus suffisante pour stimuler les ventes. Infiniti représente peut-être le cas le plus clair de la façon dont une marque peut perdre son chemin. Au début des années 2000, Infiniti était la marque de luxe japonaise la plus excitante. La G35 ne se contentait pas de rivaliser avec la BMW série 3, mais dans bien des aspects, elle la surpassait. Elle était plus puissante, plus agile et avait un design plus audacieux. Le FX était tout aussi révolutionnaire, un SUV qui se conduisait réellement comme une voiture de sport, des années avant que cela ne devienne courant. Mais alors que Lexus continuait à peaufiner ses produits et à élargir sa gamme, tandis qu'Akira trouvait sa niche sur le marché du luxe abordable, Infiniti semblait perdu. Ils ont changé tous les noms de leurs modèles pour une nomenclature basée sur Q, ce qui a semé la confusion chez les acheteurs. Leurs produits sont devenus technologiquement obsolètes. Et ce qui est le plus préoccupant, c'est qu'ils sont devenus dépendants des incitations à la vente. Ce dernier point est crucial. Une marque de luxe devrait générer des marges saines. Lexus reprend les plateformes Toyota, les améliore considérablement et facture une prime justifiée. Mais Infiniti semble incapable d'exiger des prix élevés. Ce qui suggère que les acheteurs ne voient pas la valeur ajoutée de la marque. Mitsubishi est peut-être le cas le plus clair d'une marque qui n'a plus de raison d'être sur le marché nord-américain. Dans les années 90, Mitsubishi avait une identité claire. Ils sont les créateurs de l'Evolution, une berline sportive qui rivalisait avec la Supra WRX. La 3000 GT était un concurrent sérieux pour la Toyota Supra. Le Montero était un SUV performant qui a gagné le respect des amateurs de tout-terrain. Mais aujourd'hui, que représente Mitsubishi? Son produit phare est l'Outlander, un SUV qui se vend principalement parce qu'il est moins cher que la concurrence. La Mirage est régulièrement considérée comme l'une des pires voitures neuves que l'on puisse acheter, ne survivant que grâce à son prix bas. C'est une position dangereuse. Quand ton seul argument de vente est le prix bas, tu es à la merci de n'importe quel concurrent qui décide d'être plus agressif sur ses prix. Et en bonus, parlons de Nini. C'est une situation différente parce que Nini a encore des ressources significatives grâce à BMW, mais ils font face à un défi existentiel. Le Nini Cooper moderne a été un succès phénoménal lors de son lancement. Il combinait le charme rétro avec une technologie moderne et une expérience de conduite exceptionnelle. Les passionnés l'adoraient, les personnes qui cherchaient quelque chose de différent l'adoraient. C'était la voiture parfaite pour plusieurs démographies. Mais Nini a grandi, littéralement. Leurs voitures deviennent de plus en plus grandes. Plus lourdes et plus chères. Le Nini Cooper actuel est significativement plus grand que le modèle moderne de 2001, et ne parlons même pas de le comparer au Mini classique des années 60. Ils ont essayé d'élargir la marque avec divers modèles. Le Countryman, un SUV, le Clubman, un break. Ils ont même expérimenté avec un coupé et un roadster.
Mais chaque pas les éloigne un peu plus de ce qui a rendu la marque spéciale. Tout d'abord. Pour conclure, ces marques font face à des défis fondamentaux qui vont au-delà de simples cycles de produits ou de conditions de marché temporaires. Certaines pourraient se réinventer avec le bon investissement. D'autres pourraient être absorbées par des marques plus fortes. Et certaines pourraient tout simplement disparaître du marché nord-américain. La question n'est pas de savoir si ces marques vont disparaître, mais quand et dans quel ordre. Selon vous, laquelle sera la première à tomber? Y a-t-il une marque que vous pensez pourrait être sauvée avec la bonne stratégie? Laissez-moi vos avis dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous voulez plus d'analyses approfondies comme celle-ci. On se voit dans la prochaine vidéo.